Merci à vous qui êtes là aujourd'hui pour parler des approches participatives fondées sur les méthodes mixtes. En fait, j'ai été intitulé Rétrospective et perspective parce que ça fait depuis un certain temps que j'utilise les approches dont je vais vous parler aujourd'hui. Et puis, du coup, c'est pas terminé. Donc, il y a plein de projets qui se font, tellement que j'oublie presque que je suis en train de faire ces projets. Il y en a beaucoup. Donc, je suis plusieurs étudiants en thèse et j'ai des projets que je conduis seul également, donc en solo ou avec des collègues. Et donc, voilà. Donc, ça s'intitule aujourd'hui Approche participative fondée sur les méthodes mixtes, rétrospective et perspective. Donc, la mission qu'on m'a confiée, c'est un peu de présenter ce que je fais en recherche et de donner un aperçu des perspectives à ce sujet et qu'est-ce qu'on a pu trouver, etc. Et donc, ceux qui me connaissent, moi, je suis professeur en sciences de gestion à l'Université du Québec à Montréal dans le département d'analytique, opération et technologie de l'information. Et puis, mon enseignement principal est autour de la gouvernance et des impacts et de l'évaluation des impacts TI, pardon, et également gestion des technologies de l'information et aussi méthodologie de recherche et méthode de recherche. Donc, voilà, donc c'est un peu là mon rayon d'action et j'ai des projets je conduis des projets de recherche, comme je disais tout à l'heure, dans de nombreux domaines. Et donc, voilà, donc on va partir ça. Alors, le plan de la présentation aujourd'hui, il y aura un survol de certaines publications que j'ai produites avec des personnes avec qui j'ai collaboré au fil du temps, donc des aides précieuses. Donc, voilà, je pense que c'est le temps aussi de reconnaître la contribution des personnes avec qui on travaille, parce que nous, on peut avoir certaines expertises et influer toutes sortes de bonnes pratiques de recherche, etc. Mais la recherche ne peut pas se faire en vase clos et ne peut pas se faire de manière solo. Donc, autour de ce que je peux réaliser, c'est beaucoup aussi grâce aux personnes avec qui je collabore sur une base régulière qui m'apprennent plein de choses. Et donc, je pense que c'est le temps aussi de reconnaître ces personnes. Donc, voilà. Donc, ensuite, je vais discuter de ce qu'est la cartographie des concepts en groupe parce que c'est l'approche de recherche principale que j'utilise dans mes projets ou dans les thèses là, que j'ai encadrées ou que j'encadre au Business Science Institute. Ensuite, il y aura des exemples tirés des thèses de DBA du Business Science Institute. Donc, il y en a quatre qui sont bouclées. Et puis, il y en a une qui sera bouclée dans quelques mois. Donc, voilà, je vais présenter cela. Ensuite, comprendre la cartographie des concepts en groupe, donc comment on peut l'utiliser, et puis comprendre la dimension production de sens autour de ces résultats et notamment la production de recommandations managériales. Alors, voilà, j'ai préparé une mosaïque pour vous autour de certaines publications. Donc, par exemple, en 2015, on a fait un travail en Allemagne sur la chaîne de valeur de la biomasse. Et donc, un article de cela est sorti dans Journal of Cleaner Production en 2018. Ensuite, on a travaillé avec un groupe de producteurs de cidre au Québec. Et puis, un article de cela est sorti dans le Journal of Wine Economics en 2017. Avec des collègues à l'Université de Pau, j'ai travaillé de nombreuses années autour de l'accompagnement entrepreneurial dans des travaux qui se déroulaient dans des dispositifs d'accompagnement avec des entrepreneurs et des accompagnateurs entrepreneuriaux. Et donc là, on a un chapitre de livre ici sur l'équipe entrepreneuriale. À la suite de ça, il y a eu une autre parution là, qui n'est pas à l'écran, mais qui traite aussi des routes touristiques dans le domaine du vin et du cidre au Québec et qui est paru également dans le Journal of Wine Economics. Je travaille avec une collègue de l'Université du Québec à Trois-Rivières autour de la conceptualisation de la transformation numérique des petites et moyennes entreprises. Donc, on apporte une perspective écosystémique ici dans une revue scientifique qui parle de small business et Journal of Small Business and Entrepreneurship.
Voilà, ça avait été présenté à la conférence en système d'info à Hawaï, la conférence X, préalablement. Donc ça, c'était en 2019. Ensuite, un autre travail qui a été publié ici, c'est en gestion des opérations avec une collègue à moi à l'UQAM. Ça, c'est paru en 2016. C'est un travail qu'on a fait dans un centre hospitalier autour des besoins informationnels. Voilà. Encore avec ma collègue de l'UQTR ici, on a fait un chapitre de livre autour de la manière que travaillent les entrepreneurs, des aspects méconnus. Ça, c'est paru en 2020. Ensuite, avec une collègue en Angleterre, on a travaillé sur la proposition de valeur des programmes d'exécutive MBA. Ça, c'est un projet qui est vraiment chouette, qui a été conduit en Angleterre avec de cette université-là, l'université Leicester. Euh, on a travaillé avec le corps professoral au grand complet, avec des personnes qui suivaient ces programmes et puis également les mentors de ces personnes. Ensuite, j'ai fait un travail aussi dans l'International Journal of Entrepreneurship and Small Business qui traitait des conceptualisations collectives des microdistillateurs. Ça, c'est un papier qui est super bien parce que j'ai pu disposer de tout l'espace requis pour aller à fond. Donc, c'est un papier de 30 quelques pages, ce qui est très, très rare dans les revues qu'on permet cela. C'était vraiment fantastique là, de pouvoir aller à fond dans l'explication de la méthode, des résultats. Ça, c'est un travail qui est très détaillé. Ensuite, la semaine dernière, avec toujours ma collègue en Angleterre ici, Marian Evans, on a fait un deuxième papier ici où on travaille sur la relation tripartite entre le corps professoral, les mentors et puis les apprentis là, qui sont dans les programmes de senior leadership qu'ils appellent en Angleterre. Ça, c'est frais des presses c'est dans Education and Training. Et puis, cette semaine, hier ou avant-hier, on a un papier ici avec un étudiant du DBA qui terminera cet automne, Johan Sapanel, qui publie un deuxième papier qui va paraître dans sa thèse. Lui a déjà deux papiers à son actif. Et puis, ça, c'est dans une revue très coté, là, c'est Nature Portfolio Journal, c'est dans Digital Medicine. J'ai aussi autour de ça la collaboration là, d'anciens de mes étudiants. Il se passe pas mal de choses point de vue recherche et publication. Alors, les notions que je vais exposer aujourd'hui sont publiées dans deux ouvrages principalement. Un qui est paru en 2007 par Kane et Trochim. C'est un livre Sage qui parle de Concept Mapping for Planning Evaluation. Et puis un autre par Kane et Scott Rosas, 2018, Conversations about Group Concept Mapping, Applications, Examples and Enhancements. Dans cet ouvrage ici, il y a quatre personnes qui sont interviewées pour témoigner de leur recherche ils m'ont invité là, à participer à cet entretien où j'explique en détail les choix méthodologiques qui sont réalisés au cours d'une démarche. C'est sous forme question-réponse avec un projet en particulier là, qu'on met en évidence pour illustrer la dimension méthodologique. Donc, c'était quand même un honneur là, d'avoir été invité à participer à cet ouvrage et de pouvoir faire un chapitre de livre dans cet ouvrage qui parle précisément de cette approche. Alors, qu'est-ce que la cartographie des concepts en groupe? J'ai quelques diapos là-dessus, simplement pour orienter votre réflexion. Ce qu'on dit en général, c'est que les processus stratégiques complexes prennent souvent en compte une multitude d'informations qui existent chez les personnes. Chaque personne dans un groupe peut contribuer une expertise dans un contexte collectif particulier. De plus en plus, les processus de prise de décision collective ou de groupe sont pertinents parce qu'on essaie également de capter les schémas mentaux de différentes parties prenantes qui prennent part à ces processus, par exemple autour de questions concepts,
complexes qui pourraient concerner des projets énergétiques, des aspects de changement climatique, etc., etc. Et ensuite, on comprend que les processus décisionnels peuvent généralement être compris comme impliquant un groupe d'acteurs qui ont une motivation commune pour décider ensemble, hein. De plus en plus, il y a des consultations autour d'enjeux sociaux d'envergure et donc on a possibilité ici d'utiliser des méthodes qui sont rigoureuses pour réaliser ce type de travail en commun. Donc, d'un point de vue méthodologique, ici, il s'agit de concevoir une série d'étapes qui sont déterminantes et qui permettent d'établir un espace commun de collaboration entre les parties prenantes. Euh, Autre aspect, c'est que la cartographie des concepts en groupe, c'est une approche qui peut être utilisée pour structurer la réflexion ou la prise de décision au sein d'un groupe ou d'une collectivité. Et c'est aussi une approche de recherche mixte, donc qui utilise des données qualitatives dans un contexte de réflexion, de décision collective pour générer une représentation conceptuelle qui est à la fois partagée et partageable à partir de représentations individuelles. Donc, on utilise également des données statistiques multivariées. Par exemple, je vais illustrer tout à l'heure le positionnement multidimensionnel et l'analyse en grappe hiérarchique agglomérée. Voilà. Donc, ça, c'est les techniques statistiques qui accompagnent cette démarche. Et on veut, en plus des représentations, avoir des mesures de perception autour de ces représentations. Donc, c'est un moyen quand même d'aller chercher beaucoup d'informations chez les personnes qui évoluent dans un contexte particulier ou sur un terrain particulier. Et puis, les résultats de ces analyses mixtes qui sont issus du processus de cartographie des concepts en groupe peuvent être représentés, donc visualisés, et ils peuvent être discutés et appropriés par les parties qui sont impliquées dans un processus. Donc ça comporte un certain nombre d'avantages. Euh, la cartographie des concepts rend visibles les difficultés de prise de décision en groupe en utilisant les statistiques pour clarifier à la fois les accords et les désaccords entre les acteurs qui participent, qui souvent ont déjà des perspectives qui leur sont propres et qu'on essaie de mettre en commun. L'idée aussi, c'est d'encourager l'élaboration de plans d'action, hein, parce que, bon, on fait toute cette recherche, mais en réalité, il y a des gens sur le terrain qui ont besoin de ces informations et de ces connaissances pour décider, réfléchir, etc. Donc, ce que ça permet de faire, c'est de visualiser les actions qui sont mises en évidence par l'ensemble des parties prenantes et pour déterminer dans quelle mesure elles sont importantes et réalisables ou faisables ou autres. Euh, la cartographie des concepts met en évidence aussi ce qui est possible de réaliser et dans certaines interventions, qu'est-ce qui comporte un potentiel de transformation. L'idée aussi, c'est que contrairement à d'autres approches qui peuvent produire des schémas visuels ou des cartes conceptuelles, le cadre de connaissances qui est produit suit une démarche rigoureuse par étapes et en fait possède ce qu'on pourrait appeler des racines épistémologiques profondes, dans le sens que tout cela est ancré dans une démarche qui se veut imbriquée et qui est documentée, documentable. Là, c'est possible de travailler ensuite à l'interprétation des résultats dans un mode inférentiel, par exemple abductif, ou dans un mode inductif également, donc avec un positionnement épistémologique, par exemple interprétativiste, ou bien en réalisme critique pour essayer de découvrir quels sont les mécanismes qui se cachent sous les cartes de concept. Et donc, ces approches vont offrir à ceux qui utilisent un cadre méthodologique qui est aussi ascendant, dans le sens qu'il n'est pas dicté par le haut, mais qui vient vraiment des participantes et participants. Et ça permet également de co-construire les connaissances qui seront partagées et le cadre interprétatif des résultats. Finalement, euh, c'est un, l'approche fait un peu usage aussi de dimensions de recherche qualitative, hein, à la différence que on n'est pas sur
quelques chercheurs qui vont coder un corpus de contenu d'entretien, par exemple, mais plus on a de participantes et de participants dans une démarche, cela correspond à un nombre important de personnes qui codent ces connaissances et autour desquelles on peut extraire, attribuer, si on veut, une significativité statistique. Donc, voilà, donc on est capable d'obtenir un certain nombre d'indicateurs. On est également capable, avec cette approche, d'évaluer les accords et les désaccords entre les personnes sur leur manière de conceptualiser les actions entre elles. Et puis, c'est possible également de regarder les résultats avec des zones d'action qui sont pertinentes, des contextes bien précis, et d'identifier, par exemple, les interactions systémiques qui sont complexes, qui vont mettre en évidence les éléments qui se renforcent sur le plan conceptuel pour les personnes qui participent et également les éventuelles tensions et points de rupture et contre-pression qui peuvent s'exercer. Donc, entre les différentes dimensions et actions qui agissent au sein d'un système. Donc, c'est très, très riche et à chaque projet que je peux réaliser, soit avec des personnes qui sont candidates dans des billets, ou bien dans le cadre d'autres projets avec des collègues sur le terrain, il y a toujours un haut niveau d'apprentissage, à la fois sur les résultats, bien sûr, mais aussi sur la manière de conduire la recherche, parce que chaque terrain peut apporter des nuances qui nous amène à réfléchir sur le meilleur moyen de procéder tout en voulant satisfaire les critères et les exigences que la méthode demande. Voilà. Donc, ça, ce sont des considérations un peu à haut niveau, là, j'en conviens, mais qui vont tomber sous le sens là, dans quelques instants quand je vais vous présenter des exemples. Alors, il y a eu plusieurs travaux de réalisés en thèse de DBA au Business Science Institute. Donc, on en a un premier ici par Gabriel Tremblay qui a traité de la démonstration de la valeur économique pour les technologies innovantes en santé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une carte des concepts et derrière chaque point se cachent des actions précises qui ont été triées ici par une centaine de personnes. Et il s'agit ici d'une carte d'importance de ces concepts pour la médecine moderne. Et donc, on voit que, par exemple, on a des actions qui concernent la valeur économique et ces actions sont plutôt éloignées, si on veut, des résultats cliniques et sur la santé. Donc, ce sont des préoccupations qui interagissent dans ce cadre-là, mais elles sont en tension. Et donc, on voit ici, à côté de la valeur économique, on a les coûts l'impact sur le patient, etc. Donc, vous voyez là qu'il y a une certaine logique dans cette conceptualisation. Donc, ici, il y a les citations de la thèse pour ceux que cela peut intéresser. Ensuite, on a David Larivière qui a reçu un prix grâce à ce travail aussi, un prix de thèse. Et donc, là, ici, on s'intéresse à la prise de conscience du risque de disparition de l'organisation comme facteur de résilience. Et il s'agit d'une étude comparée de la transformation à l'hôpital public et privé. Et donc, voilà. Donc, ici, on a des éléments de transformation dans le cas de l'hôpital public, contrasté avec celui de l'hôpital privé. Et là, tout autour de ça, peut-être près d'une centaine d'actions là, qui ont été triées et qui permettent de voir, ici, il s'agit de l'indice d'ancrage chevauchement. Là, on voit ici que sur la prise de conscience, il n'y a pas énormément d'accord sur la manière de faire, alors que sur les soins donnés au changement par la direction, là, on voit que c'est plus plat ici, donc ça veut dire qu'il y a plus d'accord, il y a plus de grand ancrage. Et on peut refaire le même contraste et exercice sur la manière que les personnes évoluant dans l'hôpital du cas privé ont également conceptualisé. Ensuite, on a un projet qui a été réalisé par Martin Lemel. Donc, Martin, il est maintenant président de Grambling State University, qui est situé en Louisiane. Et lui, dans le cadre de son sujet, il s'intéressait à l'identification et à l'analyse des facteurs clés de succès dans le changement organisationnel
maintenable. Et donc, là, il y a eu un terrain qui a été très riche avec trois institutions, deux en Louisiane et une au Texas. Et on voit que parmi les concepts qui ressortent au centre, on a vraiment des actions qui traitent du changement organisationnel maintenable. Mais nous avons ici la collaboration entre les personnes, le leadership et les parties prenantes. Et au sud, on a les processus et l'évaluation, de même que les éléments de planification stratégique et d'amélioration continue. Donc, plus sur processus, éléments qui se déroulent dans l'entreprise, en contraste avec la manière que les personnes interagissent. Voilà, donc ça, c'est un travail de thèse très intéressant. Ensuite, avec Monsieur Zia, qui est aux Émirats arabes unis, lui, il s'intéressait à la conceptualisation des méthodes de management de projets TI en contexte gouvernemental. Et donc, le facteur humain est vraiment important ici, les capacités humaines, pas souvent traitées là, dans la littérature en gestion de projet de la manière qu'elle a été abordée ici. Donc, travail de thèse très intéressant et significatif. Et puis, dernier, non le moindre, il s'agit de M. Sapanel, qui travaille à l'Université nationale de Singapour et qui travaille sur les thérapies numériques. Donc, essayer de déterminer comment on peut mieux comprendre la valeur. Et donc, ça, c'est sa carte de concept a été publiée, là, je mentionnais en début de séance, une dernière publication, là. Donc, ici, donc, c'est sorti il y a 2 jours, là. Donc, c'est paru dans NPJ Digital Medicine. Et puis, ce travail, là, si vous suivez le lien ici, il est disponible en open source sur le web. Donc, ça, c'est un travail qui est déjà publié. Je dois souligner le concours ici de deux de mes anciens étudiants que j'ai encadrés, donc Gabriel Tremblay, dont j'ai mentionné le travail au tout début, et puis David Larivière sur le travail à l'hôpital. Donc, tout ce beau monde a collaboré avec M. Sapanel là, pour aussi la réalisation là, de cet article qui est son deuxième article de thèse, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des travaux que j'ai pu traiter là, dans le cadre de mes activités au Business Science Institute. Alors, quoi de mieux qu'un exemple pour bien comprendre comment ça fonctionne, cartographie des concepts en groupe et comment on arrive à une carte de concepts. Donc, c'était, comme je l'expliquais en début de séance, c'est des approches mixtes. Et c'est une approche par étape qui comprend un certain nombre d'étapes allant de la préparation, de la production d'idées en groupe, de la structuration des énoncés, de l'analyse des cartes, l'interprétation des résultats et finalement tenter de répondre à des questions de recherche qui sont soulevées par un contexte particulier. Donc, autour de la RSE, ici, on a une action visant à soutenir l'engagement d'une entreprise à gérer des effets économiques, sociaux et environnementaux de ses activités de manière responsable et conformément aux objectifs de développement durable serait. Ça s'appelle une phrase d'accroche. Et lorsque l'on conduit des groupes de discussion, c'est cette phrase qui va initier la conversation. Donc, dans ce projet, on a conduit un groupe de discussion initialement avec une dizaine de participants. Là, ici, je ne documente pas, mais on a refait plusieurs groupes de discussion. Et puis, en général, les idées qui ressortent sont très souvent les mêmes au fil du temps, donc ce qui nous permet de nous conforter que nous visons assez juste. Et dans le cas qui nous occupe ici, nous avons 72 idées qui ont été proposées par les personnes au fil du temps. Donc, à quoi ça ressemble ces idées? Ben, les voilà. Donc, par exemple, se concentrer sur trois responsabilités, celle organisationnelle, consumériste et sociale, organiser des visites de citoyens sur des sites industriels, concentrer des efforts sur les aspects environnementaux pour renforcer les aspects économiques et sociologiques, réduire les déplacements et opter le plus souvent possible pour des réunions par vidéoconférence, et d'autres choses comme optimiser les activités de l'entreprise pour qu'elles deviennent respectueuses de l'environnement tout en s'efforçant d'atteindre la neutralité carbone. Donc, voilà. Donc, là, dans l'exemple ici, on a 35 personnes qui ont trié.
Mais ça continue de croître parce que c'est un exercice que je fais avec des groupes dans différentes universités et ateliers, en fait, au fil du temps, et je continue d'accumuler les idées, là, les données des personnes, et c'est un exercice méthodologique, mais qui a des racines quand même euh, sur le sujet là, qui nous préoccupe. Donc, ce n'est pas des participants que des participants, mais ce sont des personnes souvent qui euh, sont en train de suivre un cursus autour de la RSE. Donc, ils s'y connaissent quand même un peu. Et puis, la façon dont ça fonctionne, les personnes sont appelées à trier les idées. Donc, anciennement, on procédait avec un jeu de cartes sur lequel on avait le numéro de l'item et on avait la description de l'item et les gens triaient devant eux sur une table et puis après, on renseignait sur une feuille et on saisissait dans un logiciel. Mais maintenant, les personnes se connectent directement et effectuent un tri d'idées. Donc, par exemple, ici, c'est un exemple avec 10 idées à trier. Et donc, on a 10 dimensions par 10. Et on voit que l'idée 5 et l'idée 8 a été mis dans la même pile. On a 6, 2, 1, 9 dans la même pile. 3 et 4 et 10 et 7 qui sont dans des piles distinctes. Donc, on a 5 piles. Et derrière, ce qui se construit, c'est une matrice carrée des similitudes. Donc, ça veut dire que, par exemple, 5 et 8, là, si on descend à 5, 5 est trié avec lui-même, évidemment. Mais on a 5 et 8. Et puis ici, on a 5 et 8. Donc, c'est une matrice diagonale. Tout le monde participe. Donc, supposons qu'on a 5 personnes. On va additionner chaque matrice et puis on va utiliser une approche qui s'appelle l'analyse de positionnement multidimensionnel non métrique. Donc, là, on a 10 dimensions et on va travailler pour, avec cet algorithme, à réduire en 2 dimensions pour pouvoir observer la distribution spatiale des idées qui ont été mises en matrice sur un plan XY. Et donc, la proximité des points ici va refléter la fréquence du tri des idées entre elles. Voilà. Donc, dans le cas qui nous occupe, si on a 64 dimensions, 35 personnes qui ont participé, ben, on voit que l'idée 1 avec l'idée 2 a été triée une fois et l'idée 2 avec l'idée 1 a été triée 4 fois et ainsi de suite. Donc, on a une structure là, de données. Et puis, comment ça fonctionne? C'est qu'on s'imagine qu'on est dans l'espace de 64 dimensions et avec l'analyse de positionnement multidimensionnel non métré, on va, en fin de compte, détruire cette boule qui comporte 64 dimensions pour l'obtenir sur un plan XY. Donc, déjà, on voit par exemple que l'idée 32 et la 16 et 56 et 57, elles ont été triées fréquemment ensemble parce qu'elles sont spatialement rapprochées. Et les idées 20 et 21 ici au sud-est aussi ont été triées fréquemment ensemble, mais on peut supposer que la 20 et la 21 ont été triées très peu fréquemment avec les idées qui sont ici. Même chose de l'autre côté, la 35 et la 43, triées fréquemment ensemble, mais possiblement pas très souvent avec la 40 et la 42 qui se situent à l'est. Donc, ça, c'est une structure qui nous donne le résultat de la fréquence de tri des idées entre elles. Alors, une des choses qui nous préoccupe, c'est toujours la fiabilité ou la stabilité statistique, ce qu'on va appeler la fiabilité interne de l'estimation. Alors ici, on a une valeur de stress qui reflète la perte en information entre la matrice que vous avez vue et l'estimation de la carte de points. Et on souhaite que cette valeur soit la plus petite possible. Et dans la littérature sur le sujet, ici, on nous dit que si on est on est sous la barre de 0,29 comme valeur de stress, on se situe dans un intervalle de confiance de 95. Là, ici, dans notre estimation, on est à 0,27. Donc, on est très encouragé que ça, c'est super bien. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va récupérer les coordonnées x, y de chacun des points de la carte et on va conduire une analyse de groupement. Donc, c'est une analyse de classement ascendant hiérarchique. Et donc, on va commander au logiciel de nous donner 12 groupements d'idées que nous avons et qui sont les plus rapprochés spatialement. Donc, ici, voilà. Donc, on voit que, par exemple, au centre de la carte est écrit Collaborative Association, donc association collaborative. Ici, au nord, on a les aspects de communication.
On voit ici les sanctions financières, les clients. On voit ici l'engagement des employés, etc. Et normalement, on réunit les personnes ou un groupe de personnes et on va procéder à une agglomération basée sur la mesure de distance entre le barycentre de chacun des groupements pour finalement, éventuellement, grâce à l'expertise des personnes, arriver à une carte qui va refléter l'organisation et la conceptualisation des personnes. Donc, par exemple, ici, si vous observez, là, c'est écrit politique fiscale et responsable de la consommation. Donc, on voit ici que on avait les consommateurs et on avait les sanctions financières. Et en fait, ces deux groupements d'idées, après examen détaillé des idées qu'elles comportent, on accepte la proposition du logiciel de fusionner. Alors, il y a beaucoup plus d'éléments que ça dans le processus, mais grosso modo, ça donne un aperçu qu'à la fin, on arrive avec une carte qui nous fournit le niveau de détail requis pour simplifier 60 et quelques dimensions en quelque chose qui est assez facilement appropriable sans perdre le niveau de détail. Donc, voilà. Donc, si on revient là sur notre démarche, donc on a le tri. Par la suite, on effectue l'analyse multidimensionnelle anométrique. Et finalement, grâce au classement ascendant hiérarchique, on obtient la carte finale. Donc, on voudra analyser cette carte finale. Et donc, s'il s'agit de la carte de responsabilité sociale et environnementale, chaque point derrière se cache une idée, mais à haut niveau, ça nous permet d'interpréter une carte. On voit au centre que pour réaliser ça, on a besoin de collaboration et de partenariat, que les stratégies au niveau de la responsabilité sociale et environnementale et des objectifs de développement durable se situent au sud-est de la carte et qu'il y a attention avec politique fiscale et consommation responsable, par exemple. On voit les mesures financières incitatives ici, qui peuvent être opposées parfois dans ce type de système à des mesures de performance. Donc, si on s'engage beaucoup dans la RSE, comment cela va impacter notre performance, etc. Donc, c'est le type de questions là, que, on peut voir surgir ici. Par la suite, on a demandé aux personnes d'évaluer l'importance et la faisabilité des différentes actions. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on peut produire des schémas de correspondance. Et puis, les deux échelles sur lesquelles les gens se sont prononcés, c'est l'importance relative des actions et la faisabilité de ces actions d'ici 3 ans. Voilà. Et donc, là, on obtient ce qu'on appelle un schéma des correspondances. Donc, on met en contraste l'importance des actions à haut niveau à partir des groupements de la carte, donc collaboration et partenariat ici. On voit que c'est considéré, hein, c'est intéressant aussi parce que c'est un des groupements de la carte sans qui il n'est pas possible de réaliser une pleine démarche de RSE. Mais on voit que on a la faisabilité plus faible par rapport à l'importance qu'on accorde en ce moment. Et on voit que les stratégies de RSE et objectifs de développement durable sont quelque part au milieu là, de l'importance sur l'échelle, mais c'est celui qui est considéré comme le moins faisable. Donc là, du coup, ça nous permet de pouvoir rassembler les parties prenantes et d'échanger sur ces questions. Dernier truc à montrer, c'est une fois qu'on a nos groupements de cartes et qu'on a nos échelles, là, on peut remonter à une action individuelle et puis regarder les zones d'action stratégique. Par exemple, on voit que la zone verte ici, l'importance des actions est élevée. Et la faisabilité des actions d'ici 3 ans est également élevée. Donc, ça, c'est le chemin de moindre résistance. Donc, par exemple, s'assurer que les partenaires adhèrent à la nouvelle stratégie ou peuvent agir pour modifier l'orientation à long terme des actionnaires. Donc, ça, c'est une action. Ensuite, développer la consommation en circuit court. Et puis, par exemple, repenser la vision de l'activité du travail de l'entreprise, donc c'est-à-dire peut-être avoir moins d'objectifs globaux et vagues par rapport à des impacts plus locaux et concrets. Donc ça, c'est important et également faisable dans les 3 années qui s'en viennent. Cependant, importance des actions en jaune ici.
on voit que ça, c'est très important, mais moins faisable. Donc, par exemple, développer des produits rentables et respectueux de l'environnement en 3 ans, c'est plus difficile. Réformer la gouvernance d'entreprise pour s'adapter à la RSE, beaucoup plus difficile. Là. C'est le point 47 ici. Et puis, finalement, on a la zone orange où c'est quand même faisable d'ici 3 ans, mais considéré moins important par les personnes qui répondent. Par exemple, 2 ici, qui est se concentrer sur 3 responsabilités. Le 20 qui a adopté le concept de développement durable plutôt que de celui de RSE et de résilience. Donc, voilà. Donc, ça, c'est faisable, mais moins important. Là. C'est plus peut-être considéré accessoire. Et puis, on a un item 25 ici. Là, on voit que, il est moins important et moins faisable, déplacer ou établir des sièges des entreprises de manière à atténuer l'impact sur la réalisation des ODD, par exemple, l'environnement par les employés, la discrimination sociale, etc. Donc, les gens, ils ne sont pas là dans leur évaluation des choses. Alors, ça, c'est intéressant parce que, d'un point de vue pratico-pratique, on s'intéresse souvent pour la mise en œuvre des actions, mais là, on voit qu'on aura des problèmes, on a des freins. Et après, on peut travailler en groupe autour de ces actions-là, de stratégiques en RSE et avec les ODD, les objectifs de développement durable. Là, on peut voir, ben, ces actions ici sont importantes, mais comment on peut les rendre faisables. Voilà, donc ça, c'est à haut niveau, là, ce qui peut être fait. Et puis, ça, c'est sur collaboration, partenariat. Et ce qui est intéressant ici, on voit qu'il y a beaucoup d'actions autour de ça qui sont dans la zone verte, donc importantes et faisables. Donc ça, c'est intéressant, établir des partenariats avec des fournisseurs respectueux de l'environnement, par exemple, à 17. Donc ça permet de comprendre comment les personnes pensent. Après, on peut contraster avec la réalité objective, mais c'est les perceptions du groupe en ce moment. Et ces perceptions, si elles sont correspondent pas à la réalité, là, on sait qu'on a un travail d'accompagnement à réaliser pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà, au niveau, qu'est-ce qu'il en est. Euh, Présentement, avec une collègue à moi, Anne Bartel Radic, et puis notre Stephen Platt du Business Science Institute, on conduit une étude sur l'impact du DBA avec cette démarche. On a déjà une cinquantaine de personnes qui ont participé, qui évoluent dans le Business Science Institute. Donc, et nous, ce qui nous intéresse dans cette étude, c'est possiblement l'étude la plus complexe et développée autour de l'impact du DBA. Parce que la littérature là, produit quelques études de cas, mais rien de très significatif là, qui va révolutionner les choses. Mais ça, ici, on a un immense potentiel et donc ceux qui s'intéressent, ceux qui souhaiteraient participer, faut pas hésiter à communiquer avec moi pour qu'on puisse vous transmettre les manières de participer. Donc, on a conduit quand même de nombreux groupes de discussion. L'étude se déroule en français, en anglais et aussi en allemand. Donc, pour les managers, les impacts anticipés de faire le DBA sur les plans personnels, professionnels et pour leur organisation sont. Et là, on a différentes dimensions, comme par exemple s'interroger sur les fondements épistémologiques de la pratique managériale, devenir plus innovant, apporter des connaissances scientifiques à la pratique, s'appuyer sur des connaissances scientifiques dans sa pratique professionnelle, diffuser ses connaissances par des publications professionnelles, etc. Élargir sa vision des choses. Ça, ce sont tous des impacts qui ont été identifiés. Et évidemment, je ne peux pas vous donner les résultats parce que je vous invite à participer, mais déjà, on voit que, par exemple, ça, je pense que c'est une donne qui n'est pas trop sensible. Au centre de cette carte, il est ressorti une série de dimensions qui concernent l'approfondissement de l'expertise en management. Donc, si on fait un DBA, c'est peut-être en partie pour ça. Donc, là, ici, c'est pas une grande révélation, mais c'est quand même très présent et c'est de voir à quoi ça correspond. Le schéma des correspondances, les personnes sont invitées à évaluer la priorité de l'impact du DBA en regard de vos aspirations personnelles. Ensuite, est-ce que ça s'est matérialisé pour vous maintenant? Et par rapport à d'autres types de formations, la spécificité de l'impact qui est associé à un DBA. Et on voit, par exemple, si on revient à ce groupement qui est l'approfondissement d'expertise, on voit que la matérialisation est quand même au même niveau à peu près que la priorité que les gens leur accordaient a priori. Sauf que nous avons beaucoup de participants à l'étude en ce moment qui sont des personnes qui sont récemment diplômées
Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir plus de données de personnes qui sont diplômées historiquement, parce que ça peut changer les résultats. On aimerait être en mesure de pouvoir comparer en fait l'évolution dans le temps, dans la nature des impacts obtenus. Et donc ici, on a des items, par exemple, ça c'est le centre de la carte, là, l'approfondissement de l'expertise en management. On voit que découvrir des nouvelles perspectives pour analyser son monde professionnel, trouver ses capacités à mener des missions complexes, renforcer sa capacité à interagir avec des spécialistes dans d'autres domaines. On voit que c'est une priorité pour les personnes qui s'inscrivent et qui ont évolué dans un DBA et ça s'est concrétisé. Par contre, ou cependant, pour nuancer, la diffusion des connaissances, la contribution à la résolution de problèmes sociaux grâce à ces travaux et le développement de ses compétences à titre d'intervenant dans des cours, etc. C'est quelque chose auquel beaucoup de candidates et candidats au DBA aspirent, mais qui ne se sont pas matérialisés nécessairement au même niveau. Alors ça, si on est plus récemment diplômé, c'est peut-être une constatation qui n'est pas non plus complètement hors champ, mais si on parvient à avoir des données de personnes qui ont évolué dans le DBA, qui sont diplômées depuis presque 10 ans maintenant, là, il est possible que ce soit très différent pour eux et pour elles parce qu'elles se sont construites un peu plus professionnellement depuis une diplomation. Et donc, possiblement que certains de ces points pourraient passer en zone verte, et ainsi de suite. Donc, là, on a beaucoup d'attentes et on espère de pouvoir boucler prochainement là, cette étude. Et donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas à m'écrire. Il me fera plaisir de vous transmettre les instructions pour que vous puissiez le faire. Et puis voilà, donc on compte sur vous. Alors finalement, pour conclure, ça c'est un extrait d'un chapitre que j'ai co-dirigé avec des collègues à moi dans le BSI, donc Françoise Chevalier et Nathalie Mitève. Donc, il est important de souligner que la recherche Cali joue un rôle significatif dans la construction de la théorie, hein, bien sûr, mais joue aussi un rôle important dans l'élaboration de recommandations managériales. Ce qui est intéressant aussi, c'est la capacité à reconnaître l'impact des méthodes mixtes dans la formulation de recommandations managériales. Et chacune des approches qualitatives et quantitatives apporte des éléments qui peuvent être complémentaires et donne un accès qui est différencié et diversifié à certaines dimensions d'une certaine réalité sociale ou d'un terrain particulier. Donc, parfois, on a l'impression que ces deux types de recherche nous disent la même chose, mais dans le cas de tous les projets là, que j'ai pu survoler avec vous très rapidement, ils ne disent pas toujours la même chose et ne font pas la même chose et apportent des éléments complémentaires. Simplement pour indiquer qu'il existe une bibliographie, là, ça, ce sont les thèses qui ont été référencées. Ça, c'est différentes publications autour de la cartographie des concepts, mais d'un point de vue pédagogique un peu plus. Et puis, sur les recommandations managériales, là, ben, il y a plein de références aussi qui sont importantes parce que l'optique ici, c'est à la fois d'obtenir des résultats qui sont actionnables pour le terrain d'une part, mais aussi d'obtenir des résultats qui permettent d'avoir une construction solide du point de vue scientifique pour apporter des connaissances au niveau de recommandations managériales qui sont plus généralement applicables. Donc, voilà, ici, se terminent les éléments que j'avais préparés pour vous pour cette présentation. Et donc, s'il y a quelques questions, le temps le permet, je pense, je serais heureux de recevoir vos questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui, professeur, moi j'ai une question. À partir de la diapo 11, où vous avez parlé de l'élément des concepts en présentant la cartographie des concepts, Oui, et là où vous avez parlé de l'analyse multidimensionnelle non métrée, oui. j'ai comme perçu, je ne sais pas si ma compréhension c'est là, c'est comme si il y avait une dissension entre ces deux concepts, alors que dans l'esprit de votre présentation, ces deux concepts devaient être un peu convergents. Attendez juste un instant, là, la diapo 11, ça c'est une carte de concept, c'est ça?
Oui. Vous faites référence à celle-là bien précisément ou en général? Oui, en général, mais je suis parti de la compréhension à partir de cette diapo parce que vous avez présenté que plus les concepts s'éloignent, c'est ça? Oui, oui. Et donc, euh, en comprenant ça, ça montre que on est dans une forme euh, euh, de, de perte de confiance dans un groupe. C'est pas tout à fait ça. Alors, il y a il y a deux ou plus façons là, de regarder ça. Je peux repartager mon écran rapidement. Alors, ça, c'est la carte de la diapo 11, à laquelle vous faites référence, là, si on est sur le bon numéro. Oui, Euh, En fait, toutes les cartes représentent, si l'on veut, chaque point de la carte est interrelié avec d'autres points de la carte. Et l'idée ici, grâce à l'analyse de positionnement multidimensionnel, c'est de comprendre la proximité spatiale des points entre eux, donc qui forment une thématique. Et ça, pour obtenir ça, on se fie à la fréquence de tri des items entre eux. Et donc, on obtient ici une distribution spatiale de cela et avec la proximité conceptuelle. Et donc, c'est dans l'interprétation que là, on regarde chacun des groupements de la carte et on regarde ce qui est au centre de la carte, qui est normalement un peu comme le polygone pivot ici. Donc, ici, c'est l'optimisation du cheminement de soins, par exemple. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre à la fois qu'est-ce qui est groupé, de manière très rapprochée versus qu'est-ce qui, d'un point de vue de grands groupements, des grandes thématiques qui émergent, qu'est-ce qui est plus rapproché, donc qui interagit, versus qu'est-ce qui est plus en tension. Donc, l'ensemble des points sont interreliés entre eux, mais la proximité spatiale va donner une indication des tensions des points entre eux, mais aussi de la cohésion de ceux qui sont plus spatialement rapprochés entre eux autour d'une thématique précise. Donc, l'ensemble des points ici contribue à définir le périmètre du sujet, en fin de compte, mais à l'intérieur de ce périmètre, il existe des actions qui se renforcent elles-mêmes au plan conceptuel, mais il y a des actions qui sont plus en tension parce qu'elles sont reflétées par la distance spatiale entre chacun des groupements de la carte. Et donc, ça nous permet ensuite d'avoir une interprétation qui est un peu plus nuancée parce qu'on sait que, par exemple, l'impact sur le patient et les résultats cliniques sur la santé, ça, c'est très fortement interrelié. Mais les résultats cliniques sur la santé peuvent être en tension avec la valeur économique, par exemple. Donc, on se préoccupe ici beaucoup plus d'aspects économiques que le résultat sur la santé. Donc, si le budget est infini, il n'y a pas de souci. Mais si le budget il est limité et contraint, ben, c'est à ce moment-là, selon la valeur économique créée et les coûts indirects associés à des soins, par exemple, aura un impact. Et donc, on voit que ces éléments-là ne sont pas situés dans la même zone et qu'ils interagissent d'une façon qui peut être contraignante pour les uns et les autres. Alors, peut-être pour connaître un peu plus, là, il y a possibilité là, de regarder certaines publications qui pourraient vous fournir un peu plus de détails. C'est un peu difficile avec le temps limité que nous avons d'approfondir tout ça. Je pourrais recommander ici, attendez, on va essayer d'être efficace. Je vais cesser le partage d'écran juste une seconde. Et puis, je vais essayer là d'aller sur la dernière diapo pour vous montrer cela. Euh, donc, dans un des ouvrages que je n'ai pas mis en évidence là, mais je vais le remettre ici. Attendez juste un instant, là. J'ai un peu de mal. J'essaie d'aller vite et ça va pas si vite. C'est toujours comme ça, là. C'est toujours qu'on essaie d'aller très vite qu'on a un peu de mal. Alors, je repartage l'écran ici. Donc, si je retourne, voilà, je pense qu'on va y arriver. Donc,
On a fait cet ouvrage en 2018 là, avec les collègues du Business Science Institute et avec le docteur Larivière et Tremblay ici, on a fait un chapitre sur l'approche de cartographie de concept basée sur leur travail de thèse. Et donc, il y a un chapitre dans ce bouquin qui explique en détail comment faire, mais aussi comment interpréter, etc. Et n'importe lequel des papiers là, que j'ai pu partager avec vous, vous avez aussi les détails méthodologiques et souvent une interprétation des résultats qui vient avec, bien sûr. Donc ça pourrait, avec un texte écrit, être plus appropriable. Voilà. Mais très bonne Merci pour ça. question. Oui, très Merci bonne pour ça. question. Oui. J'ai l'ouvrage avec moi. Je vais donc essayer de fouetter. Et bien donc, D'accord. je suis le doctorant Ashraf Gakeni du Business Institute. Donc, je me propose à participer à ce que vous avez demandé. Voilà. Ah oui. Ben, toute personne présente ici présente qui souhaiterait prendre part à l'étude d'impact, je vous invite à m'écrire et dans la journée, là, je vais vous transmettre les instructions pour vous brancher au portail et puis participer. Ça serait Merci. franchement très, très chouette et vivement Merci. apprécié. Merci pour Merci ça. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Frédéric. Et en plus, si tout va bien, normalement, à la prochaine semaine internationale, on aura peut-être les résultats définitifs. Peut-être pourrons-nous faire un atelier aussi où les personnes peuvent participer à l'interprétation de ces résultats et de donner sens plus largement à l'impact du sens à donner à l'impact qui est produit par le débilé.